Bonjour tout le monde. Nous avons donc vu dans les précédentes capsules une série d'introductions à la question de la Renaissance sous ses différents versants, la question de la période, la question du mouvement culturel comme tel, et nous abordons maintenant donc un deuxième mouvement du cours qui va être concentré sur quelques grands genres littéraires de la Renaissance. Et nous commençons avec un des plus représentatifs, qui est celui de la nouvelle. Bien. En Europe, l'histoire de la nouvelle, nous dit Étiamble, le célèbre comparatiste, l'histoire de la nouvelle commence, d'après certains chercheurs, à l'Antiquité gréco-romaine. Et nous avons des textes donc de l'Antiquité que l'on peut qualifier comme des récits brefs, des histoires courtes. Mais d'autres placent ses débuts à la fin du XIIIe siècle, où elle émerge des décombres du Moyen Âge pour s'imposer comme genre autonome. Bourriau, quant à lui, nous dit « La Renaissance ne découvre pas la forme narrative. Le Moyen-Âge la connaissait, la pratiquait, à travers notamment les fabliaux, historiettes pour la plupart composées du XIIe siècle au début du XIVe. Ces fabliaux étaient des contes à vocation comique. Ils étaient en vers, donc de 300 à 400 vers, en général des octosyllabes. Les situations qu'ils proposaient recoupaient celles de la farce ou de la moralité avec des personnages stéréotypés. Les moines paillards, les maris trompés, les femmes astucieuses mais de mœurs légères. Dépourvus le plus souvent d'intentions didactiques, ils prenaient pour cible les défauts et excès des gens d'église, les étroitesses et mesquineries des bourgeois, au travers d'intrigues extrêmement simples, présentées par un devisant, une sorte de conteur, qui serait le garant de la véracité de son récit. Et nous allons voir que, en fait, cette forme médiévale, poétique, va être transformée en un récit en prose par la suite. Donc, voici une édition donc d'un de ces fabliaux avec les enluminures typiques qui représentent l'univers de ces contes à rire en vers, donc selon la célèbre expression de Joseph Bédier. Les fabliaux recourent à plusieurs formes de comique. Et ça va être important pour l'histoire du genre et puis pour l'histoire du comique littéraire. Il y a le comique de geste, alors ce qu'on va connaître au cinéma avec le slapstick, le burlesque, donc les coups de bâton, les chutes, etc. Il y a le comique de mots, les répétitions, les patois, l'utilisation de dialectes dans une visée comique, les jeux des mots, l'expression à double sens, les quiproquos, etc. Le comique de situation, donc le trompeur trompé, le renversement des rôles maître-valet, mari-femme, etc., avec l'importance de la ruse et avec donc une expression tirée d'un d'essai fabliaux, mieux fait l'engin que ne fait force, donc il vaut mieux être rusé que la ruse est plus forte que la force physique. Le comique de caractère, donc des personnages soit crédules, hypocrites, gloutons, etc. La satire de classe sociale, notamment les prêtres, mais aussi les bourgeois, plus rarement les chevaliers ou certaines figures sacrées, dont parfois Dieu lui-même, donc une visée assez subversive et transgressive malgré tout. La grossièreté cynique joue parfois du registre carnavalesque de l'obscène, et nous avons donc beaucoup de figures de l'obscénité avant Rabelais, et Rabelais reprendra aussi cette tradition du carnavalesque, au sens où l'emploie Mikhail Bakhtin. Bien qu'il y ait une morale finale, elle n'a pas nécessairement un lien étroit avec le récit, voire en arrive parfois à une certaine immoralité, comme dans le cas par exemple de la Housse Partie. Autre forme narrative largement répandue au Moyen-Âge, le lait. Parmi les plus célèbres, ce sont les laits de Marie de France, donc rédigés pendant la seconde moitié du XIIIe siècle. Là aussi, il s'agit d'un récit en vers octosyllabes, mais le projet en est différent de celui du fabliau. Loin de toute trivialité, les intrigues, les plus souvent amoureuses, s'y déroulent dans un monde courtois, souvent enchanté. Par exemple, comme dans les fables, les animaux peuvent parler, où l'on s'attache à l'analyse des sentiments des personnages. Donc, en fait, ce qu'on va appeler la nouvelle va se nourrir
de ces différentes formes à la Renaissance, donc de ces différentes formes médiévales. À la Renaissance, il va y avoir un mélange de ces ingrédients. Et puis, il y a aussi un grand courant qui est la littérature exemplaire, ce qu'on appelait donc les recueils d'exempla. Exemplum, c'est pour donner un exemple moral. Donc, ces recueils devaient fournir aux prêtres des historiettes à caractère didactique, d'où il tirera une morale pour ses sermons. Donc, c'était une littérature écrite par les clercs pour des clercs, mais qui, en fait, utilisait la culture populaire de son temps pour rapprocher les sermons du peuple et pour rapprocher les situations de la Bible à des situations connues des auditeurs dans le contexte très oral, donc du sermon, qui d'ailleurs était le seul grand moment où il y avait une vraie communication dans la messe, puisque la messe s'effectuait souvent en latin que les gens ne comprenaient pas, donc tout l'aspect liturgique échappait un peu au public de l'époque, mais le sermon était le grand moment donc euh, de euh, propagande, si l'on veut, ou de communication dans la langue du peuple. L'un de ses recueils les plus célèbres, celui de Jacques de Vitry, donc au XIIIe siècle, il va être réédité souvent à la Renaissance. Nous avons déjà parlé de ce paradoxe qu'au début, quand arrive l'imprimerie, qu'est-ce que l'imprimerie imprime? Ce n'est pas nécessairement les textes qui viennent d'être produits à la Renaissance, c'est aussi les textes du Moyen Âge, donc ce qu'on a hérité. Et ça a été un petit best-seller, donc malgré le fait qu'il a été composé au Moyen Âge, mais il va continuer à exister à la Renaissance, comme la Disciplina Clericalis du XIIe, traduite donc en français sous le titre Discipline du clergé. Et pour la Renaissance, c'est important, ça, ce n'est pas une culture morte, pas comme tout à coup on devient renaissant et puis c'est la fin du Moyen-Âge. Non, ce n'est pas une culture morte. Ce fond d'histoire, qu'elle soit paillarde ou courtoise, qu'elle soit divertissante ou moralisante, sont connus dans tout le pays et les auteurs de nouvelles y puiseront largement. À commencer par Boccace lui-même, qui est considéré comme le parrain ou le père de la nouvelle à la Renaissance. Alors, c'est vraiment le Décaméron qui va fournir un modèle pour toute la Renaissance et pour tous les pays. Alors, nous avons vu que Boccace appartient vraiment à la toute première époque, alors que le reste de l'Europe est encore en plein Moyen-Âge. C'est vraiment avec Pétrarque, donc les deux qui inaugurent en quelque sorte quelque chose de nouveau. Et le Décaméron, donc composé au milieu du XIVe siècle, marque l'entrée d'un genre nouveau, la nouvelle en prose dans la littérature européenne en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans les langues, ce sera le français, l'espagnol, l'italien, les langues romanes. Le titre Décaméron vient du grec, signifie littéralement 10 jours, de 10 jours. Il fait référence à l'Hexaméron de saint Ambroise, qui était une reformulation en vers du récit biblique de la Genèse, donc en 6 jours, signalant d'emblée la redécouverte enthousiaste des classiques hellénistiques. L'analogie avec l'Hexaméron peut aussi être allégorique. De même que le saint raconte la création du monde et de l'humanité, le Décaméron raconte une sorte de récréation de l'humanité qui a lieu à travers les 10 protagonistes et leurs récits après le fléau de la peste noire qui a frappé Florence en 1348, donc un an avant le début de la rédaction du Décaméron. Donc c'est aussi une nouvelle au sens de nouveauté. Et ça va être aussi important pour l'histoire du genre, ce rapport avec l'actualité. Certes, les récits ou anecdotes ne manquaient pas dans la littérature religieuse en latin ou en vulgaire, notamment dans le sermon, mais ils jouaient un rôle subalterne d'illustration. Lit-on donc dans l'article de l'Universalis consacré par Pérus au Décaméron. À la fin du XIIIe siècle, le Novellino, qui était un recueil compilé par un Toscan, était déjà destiné à la récréation d'un public ayant, je cite, le cœur noble et l'entendement subtil. Mais il s'agissait surtout d'une sorte d'épure linéaire, habilement réduite à l'essentiel. D'ailleurs, Boccace va beaucoup s'en inspirer, il va beaucoup reprendre des nouvelles du Novellino.
mais elle restait plus proche des anecdotes, tel qu'on le connaissait à l'Antiquité, par exemple chez Valère Maxime, qui a aussi été un best-seller de la Renaissance redécouvert, mais c'était pas encore la nouvelle comme nous on l'entend, c'est-à-dire où il y aura des motivations pour les personnages, pour leur action, leur statut social sera spécifié, etc., etc. Un univers plus étoffé que tout simplement, disons, quelque chose qui ressemble à une anecdote ou à une blague ou à une histoire drôle, courte, etc. Alors, à l'instar du canzoniere et de son ami et maître Pétrarque, cet ouvrage n'est pas un recueil, mais un livre. C'est-à-dire que ce n'est pas un mélange de trucs disparates. Il y a de la disparité et il y a de la vérité, mais au sein d'un projet d'ensemble, conçu pour couvrir un vaste terrain sur le plan du récit, mais aussi des problèmes sociaux et moraux évoqués. Le cadre est la relation du séjour à la campagne de 7 jeunes femmes et de 3 hommes qui fuient la grande peste et une parenthèse donc dans leur vie et la vie de la ville, dans un contexte assez apocalyptique, qui est celui des ravages terribles de la peste. Donc là, nous sommes en pleine pandémie et nous ne pouvons qu'imaginer l'horreur telle que nous l'ont décrite les différents chroniqueurs de la peste noire, avec les cadavres qui s'entassent partout, etc. Et donc, c'est dans ce contexte que naît donc, ce premier grand texte de la littérature de la Renaissance. Et pour passer le temps, chacun va raconter des contes suivis de chants et de danses. La peste, longuement décrite dans l'introduction, demeure à l'arrière-plan des nouvelles, qui veulent être aussi des leçons de lucidité, d'humour, de sagesse tolérante et de bon gouvernement de l'individu dans un monde opaque et violent dont le fléau a révélé la fragilité en brisant tous les liens familiaux, sociaux et toutes les normes morales et sociales. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé du Décaméron au début de la pandémie et ça a donné un peu un nouveau, un peu comme avec la peste de Camus, etc. Ça a fait un peu partie des best-sellers de notre pandémie. Les gens ont redécouvert un peu par analogie avec cette situation. Et là, on a d'ailleurs un tableau de le triomphe de la mort du Campo Santo de Pise, que l'on a dit inspiré justement par la peste noire. Et vous voyez ici donc ce pèlerinage où les nobles passent devant les corps des pestiférés. Et donc, c'est un tableau aussi apocalyptique qui ouvre le Décaméron et qui a aussi des précédents classiques, notamment la description de la peste d'Athènes chez Thucydide. Il s'agirait de réaffirmer contre l'Église un autre projet, un autre symbole culturel, une autre vision du monde, une autre façon de concevoir le salut et le triomphe sur la mort, nous dit Laurens. Et il y a cette thèse que je vous avais un peu évoquée rapidement, que la peste noire, avec la transformation brutale que ça a imprimé dans les sociétés et les populations un peu partout dans le monde, mais concrètement en Europe, a, pour certains historiens, marqué la fin du monde médiéval, féodal, et le début du monde moderne. Et ici, on est dans quelque chose d'assez frappant, parce que c'est vraiment la peste qui est évoquée par Phocas, alors qu'il est en train de proposer, comme nous le dit Laurence, une sorte de vision nouvelle de l'existence. Donc, c'est un renversement d'un système de valeurs que Boccace opère doublement. D'abord en reconstituant une dernière fois amoureusement le décor idyllique des conversations dans le jardin qui faisait le charme de plusieurs œuvres de la période précédente. C'est un véritable topos, c'est-à-dire un lieu commun, celui qu'on appelait le locus amoenus, l'endroit plaisant. C'est Ernst Curtius, le grand comparatiste, qui a étudié entre autres cette figure. Et c'est vraiment quelque chose qui traverse le Moyen-Âge, cette idée d'une petite élite qui est dans un hortus conclusus, dans un jardin clos, fermé, et qui a une vie plaisante donc au milieu d'un monde dur qui est celui du Moyen-Âge. Et c'est un monde que Boccace a connu à la cour de Naples. Il a connu ce monde-là encore empreint par le côté courtois du Moyen-Âge.
La vie de ces jeunes gens, faite de beauté, de raffinement, de civilité, symbolise la volonté de restauration d'un ordre humain, qui est avant tout l'ordre du discours et du récit, du conte, et qui sera en fait celui des cours de la Renaissance, qui vont à la fois reprendre des éléments du Moyen Âge et inaugurer des formats nouveaux. Nous en avons un petit peu parlé. Ensuite, en utilisant le cadre et le contenu des nouvelles pour élargir cette fois à la société tout entière le droit à la recherche d'un bonheur exclusivement terrestre. Et là, c'est un côté aussi subversif, si l'on veut, de Boccace, c'est que contre la vie d'outre-monde, donc dans l'au-delà, le salut, etc., de l'Église, qui était une des façons d'expliquer ou de consoler les gens pendant la peste, et pendant toutes les misères endurées pendant toutes ces périodes très, très, très dures et très noires pour la plupart de la population, là, c'est l'idée donc de la possibilité d'un bonheur terrestre. Dernier pied de nez à la culture pénitentielle, qui soulignait que le Christ n'avait jamais ri, on relèvera que la tonalité fondamentale des récits est joyeuse et facétieuse, conformément à la conception toute laïque de la vertu thérapeutique du rire. Et c'est vraiment les médecins qui vont commencer à aller contre le discours théologique en disant qu'il est bon de rire et qu'il est salutaire de rire. Sache, écrit le médecin florentin Tommaso del Garbo, ami de Pétrarque, dans son ordonnance contre la peste, justement, qu'une des choses les meilleures dans ce cas est de se tenir en allégresse, c'est-à-dire de nourrir des pensées plaisantes et amusantes et d'entamer chansons et nouvelles. Donc c'est très curieux, mais la réaction de des personnages du Décaméron qui fuient la peste et qui racontent des histoires en grande partie assez drôles, ou drôles pour l'époque, l'humour étant évidemment très culturel, sont en train de prolonger aussi la vision médicale de l'époque. Au fur et à mesure que les 100 nouvelles racontées à tour de rôle par les 10 conteurs se succèdent pendant 10 jours, ils reconstituent l'image, les structures relationnelles et les valeurs de la société menacée par la peste. Il s'agit d'une métaphore importante car elle exprime la conception humaniste de Boccace dans laquelle les humanae literae, donc les lettres humaines, rappelez-vous l'humanisme, ici ouverte à toutes les sources, parce que ce n'est pas juste, Boccace vraiment s'intéresse à tout, à l'Antiquité, mais aussi à la culture populaire de son temps, à la culture populaire héritée du Moyen-Âge, à tout ce qui peut lui tomber sous la main, ont le pouvoir de reconstruire un monde détruit et corrompu. Chacun des 10 personnages chargés d'être le roi ou la reine de la compagnie, avec des noms aux résonances allégoriques, des noms grecs, donc encore une fois, hellénisme, philo-hellénisme, Dionéo le luxurieux, Philostrate le vent d'amour, Panphilo tout amour, Élissa le nom de Didon, la reine de l'Énéide, Philoména l'amante du chant, Néiphilé la nouvelle mante, Pampinéa la religieuse, et seul Emilia Fiammetta, l'aimée symbolique de Boccace, et Lauretta, évocation de celle de Pétrarque, échappe à ce régime classicissant. Donc, chacun qui est chargé d'être le roi ou la reine choisit le thème des histoires de ce jour. Alors, les thèmes, ça va être les exemples du pouvoir de la fortune, encore une fois, grand terme, nous l'avons vu pour Machiavel, il apparaît déjà ici. Les exemples du pouvoir de la volonté humaine, la virtu, encore Machiavel. Histoire d'amour qui se termine tragiquement, ce sera les histoires tragiques par la suite, très importantes, dont Shakespeare, entre autres, va hériter. Les histoires d'amour qui se terminent heureusement, donc plutôt du côté de la tragicomédie ou de la comédie qu'on dira pas encore romantique. Les réponses astucieuses qui sauvent un orateur, tradition des anecdotes. Tour que les femmes jouent aux hommes, tradition des fabliaux. Tour que les gens se jouent entre eux en général, également. Exemple de vertu. Les nouvelles sont donc regroupées par thèmes moraux, la fortune, l'intelligence humaine, la libéralité, des schémas narratifs, les mauvais tours, ou des exemples de discours, les mots d'esprit. La casuistique amoureuse est essentiellement classée autour du dénouement, heureux ou tragique, happy end ou tragédie. Seul Dionéo, qui raconte habituellement le 10e conte chaque jour, a le droit de raconter un conte sur n'importe quel sujet qu'il souhaite, en raison de son esprit, ce qui en fait pour de nombreux commentateurs un porte-parole de l'auteur implicite lui-même.
Et bon, évidemment, on ne peut pas confondre l'auteur implicite, c'est l'auteur qu'on imagine en lisant le texte, puisque l'auteur réel, bah, c'est très difficile d'imaginer, il faut passer par ses correspondances, s'il y en a un, etc., pour reconstruire sa véritable voix. Chaque jour comprend également une courte introduction et une conclusion intégrées dans le récit cadre, décrivant le quotidien de la compagnie. Les interactions entre les contes au cours d'une journée ou d'un jour à l'autre, lorsque Boccace enchaîne les variations et les renversements du matériel précédent, forment un tout et pas seulement une simple collection de contes. Et ça, c'est important parce qu'en fait, les contes vont avoir un sens en eux-mêmes et ça, ils vont être repris inlassablement dans des anthologies, par d'autres auteurs, dont Marguerite de Navarre, mais ils ont aussi un sens dans leur place structurelle dans le récit, c'est-à-dire que ils viennent après un autre, ils précèdent un autre, ils sont pris dans une chaîne et ils sont pris dans le même livre avec des échos, des correspondances, des jeux qui se créent complexes. Et en fait, Boccace n'est pas seulement en train de créer la nouvelle, mais aussi il est en train de créer les germes du roman, puisque le roman, en grande partie, va naître à partir de l'incorporation de différentes nouvelles. On a employé le terme italien de cornice ou cadre pour désigner cette façon de lier entre eux les 100 récits. Un tel artifice rhétorique qui permet de faire un organisme d'une anthologie, s'il marque une rupture décisive avec les nouvelles à la spicciolata, les nouvelles isolées de la période précédente, il n'est pas totalement sans précédent. Mais il y a quelque chose de nouveau ici, c'est qu'il y a un lien logique, mais aussi artistique entre les œuvres. Et là, nous avons quelques illustrations du récit cadre, donc le moment où les personnages fuient la peste, comme vous voyez ici, les cadavres qu'on est en train d'enterrer à la va-vite, et les personnages qui partent et qui se tiennent dans un jardin, donc le hortus conclusus, que nous voyons aussi ici. Donc, traduction française, il va y avoir des traductions dans toutes les grandes langues vernaculaires de l'époque, donc en 1414. Donc, un des premiers textes vraiment renaissants qui va être connu des Français. En ce qui concerne la structure globale de l'œuvre, Vittore Branca a émis l'hypothèse d'une structure ascendante, dans laquelle l'exemple négatif fourni par le protagoniste de la première nouvelle est opposé à l'exemple positif fourni par Griselda, l'héroïne de la dernière. Et en général, les protagonistes de la 10e journée, qui sont tous plutôt positifs. Alberto Asor Rosa a plutôt émis l'hypothèse d'une structure par grappe thématique formée de plusieurs journées caractérisées par des thèmes similaires. Bien qu'ayant souvent un thème commun, les nouvelles sont très différentes les unes des autres, permettant de représenter la vie quotidienne dans sa grande variété de types humains, d'attitudes morales et psychologiques, de vertus et de vices. Il s'ensuit que le Décaméron offre un extraordinaire panorama de la civilisation italienne du XIVe siècle, intégrant l'idéal de vie aristocratique formé sur l'amour courtois, la magnanimité, la libéralité, le fait d'être libéral au sens de donner, d'être généreux, altruiste, aux valeurs bourgeoises du commerce, intelligence, esprit d'entreprise, ruse. Et en ça, c'est aussi quelque chose de très nouveau, parce que ce que Boccace est en train de faire, c'est de représenter aussi une nouvelle classe sociale, qui est la bourgeoisie, qui est vraiment forte en Italie, dans les cités-États, nous l'avons déjà évoqué, et qui ici trouve vraiment sa transposition esthétique d'une manière très différente à ce qui pouvait être fait ailleurs. Le Décaméron constitue ainsi une encyclopédie des formes de la nouvelle, allant du bref apologue au long récit d'aventure, en passant par la comédie familiale ou la farce. Cette esthétique de la varietas, donc la variété, va de pair avec le travail constant de réécriture à partir d'une multitude de sources. Boccace s'inspire de la tradition orale, de la chronique contemporaine. Il raconte des choses qui venaient de se passer et qui étaient colportées. Il n'y avait pas de journalisme comme tel à l'époque, mais il y avait déjà des correspondances, des feuilles volantes, des choses comme ça qui racontaient des choses importantes. Et puis aussi, il y avait le fait que Boccace avait été dans la cour, il connaissait un peu de première main les histoires qui circulaient de bouche à oreille. Donc, mais aussi de récits latins, par exemple Apulée,
des romans ou les en langue d'oï, des récits de vie occitanes, les fabliaux, les anecdotes des sermons, mais aussi des sources plus exotiques et plus anciennes, telles que le Panchatantra indien. Et en fait, le Panchatantra, c'est vraiment comme lourd texte, le texte primordial, c'est vraiment un recueil indien de contes qui va être constamment repris dans tout le monde de la route de la soie. Donc, et nous avons des versions persanes, des versions arabes, des versions hébraïques, des versions latines des contes du Panchatantra. Et donc, il y a des différentes manières par lesquelles Boccace a pu reprendre cette idée, dont d'ailleurs l'idée du récit cadre, le fait qu'il y a un cadre où des gens racontent des contes et tout ça. Mais la peste vient d'ailleurs. Elle vient plutôt d'un texte tardif ou médiéval, en fait, du 8e siècle, de l'histoire des Lombards. D'autres relèvent du conte populaire transmis oralement, dont on ne trouve pas toujours de traces écrites, comme Boccace le signale lui-même. Donc là, c'est vraiment aussi quelque chose de très important. C'est la première fois que on s'intéresse à la culture populaire des contes pour elle-même. Donc, pas pour en faire un sermon, etc. Et donc, Boccace aussi est très friand de ces contes qui circulent ou que les gens se racontent et qui n'ont pas nécessairement de filiation littéraire ou qui n'ont pas été repris littérairement avant. Toutes ces sources peuvent s'entrecroiser dans un même récit, c'est-à-dire qu'un même récit peut avoir plusieurs sources. Et il y a un livre absolument colossal de Decameron, Its Sources and Analogues de 1909 que vous pouvez consulter en ligne si vous vous intéressez à la question des sources ou que vous travaillez sur une nouvelle et que vous voulez savoir d'où ça vient. Là, c'est vraiment un travail exhaustif assez incroyable, un des grands travaux non seulement de critique littéraire, mais de critique folkloristique. Mais toutes ces sources intertextuelles sont transposées dans le contexte socioculturel du XIVe siècle, effaçant toute trace de leur origine lointaine dans le temps ou et dans l'espace, au profit d'un réalisme naissant, voire renaissant. Et là, ce sera toute la question du réalisme, parce que évidemment, comme vous le savez peut-être d'autres cours, mais le réalisme est un terme qui, à chaque époque, désigne des choses différentes. Pourquoi? Parce que le sentiment du réel est très différent à différentes époques. Ce n'est pas la même chose, le sentiment du réel, alors qu'on croit, par exemple, au miracle, et donc le miracle fait partie du vraisemblable et de ce à quoi on peut s'attendre dans un texte. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un contexte positiviste, scientiste, comme à la fin du 19e siècle et une bonne partie du 20e jusqu'à nos jours. Donc, le réalisme est toujours une catégorie un peu complexe. Mais c'est vrai qu'avec Boccace, on a le souci de représenter une époque et de représenter des types sociaux concrètement ancrés dans leur époque. Par ailleurs, il y a plusieurs personnages dans le Décaméron qui ont vraiment existé, donc des personnages historiques. Et puis, donc certains sont très connus, mais d'autres sont des personnages vraiment populaires de l'époque, tels que les filous Bruno et Buffalmacco et leur victime Calandrinos. Donc ça viendrait vraiment d'une histoire, d'une chronique populaire de ces personnages. D'autres personnages fictifs sont basés sur des personnes réelles et Boccace a d'ailleurs souvent brouillé intentionnellement les faits historiques et géographiques pour les besoins narratifs, comme le feront les écrivains dits réalistes du 19e. Boccace figure aussi dans le texte comme auteur, c'est-à-dire compilateur et rédacteur de nouvelles racontées par d'autres. Le proème expose ses motivations. Il entend apporter une distraction instructive. Rappelez-vous toujours cette idée classique de Horace qu'il faut instruire et plaire en même temps. C'est le but de la littérature, selon l'âge classique. Donc, à ceux qui souffrent de l'amour et de les divertir avec des histoires agréables, tout en leur donnant des conseils utiles. Donc, le vieil adage, placere et dotere, donc plaire et instruire en même temps. L'auteur signale que l'œuvre s'adresse particulièrement à un public de femmes,
Ce sont par ailleurs elles qui avaient le plus de temps à consacrer à la lecture, et plus spécifiquement à celles qui ont aimé pour compenser le péché de la fortune. Les femmes ne pouvaient trouver que peu de distractions aux douleurs de l'amour par rapport aux hommes, occupés par la chasse, le jeu ou le commerce. En fait, le destinataire visé par l'œuvre semblerait être plutôt la bourgeoisie des villes autonomes italiennes, à l'opposé de la tradition de la cour telle qu'illustrée par la France. Par conséquent, la novella, caractérisée par un style simple, bref et immédiat, tend à s'identifier avec la nouvelle classe sociale, la bourgeoisie laïque, riche et cultivée, dont Boccace est lui-même extrait et dont son œuvre devient l'expression. La conclusion de l'auteur prend congé de ses lectrices et expose une défense du livre sur le plan moral et artistique. L'apologie de la résilience, montrant aux Florentins qu'il est possible de se relever d'un malheur, quel qu'il soit, comme les 10 jeunes gens qui l'ont fait face à la peste, va de pair avec l'apologie des femmes, auxquelles l'œuvre est dédiée selon la tradition courtoise. Plus inattendue, l'irruption de l'auteur au début de la 4e journée, où Boccace revendique la dignité d'une littérature libre, inspirée par une conception naturaliste d'Éros, avec le célèbre apologue des oies, qui doit trouver sa place dans la vie civile, à l'ombre de la haute culture latine. Pour résister à ces lois, à celles de la nature, s'entend, il faut de trop grandes forces qui bien souvent s'emploient non seulement en vain, mais au très grand dommage de celui qui peine. Ces forces, je confesse que je ne les ai point et que je ne désire pas d'en avoir à cette fin. C'est-à-dire, c'est vraiment une apologie de l'amour dans toutes ses variantes, dont l'amour physique, et cette idée que réprimer les pulsions, la libido, c'est quelque chose de profondément nuisible. Et là, vraiment, on est en conflit avec le discours de l'Église. Euh, et on voit aussi donc le côté nouveau, et ça ouvre les portes à toute une littérature assez érotique qui va être caractéristique de la Renaissance. Et d'ailleurs, Boccace va souvent être considéré par la suite, par des siècles plus prudes, va souvent être considéré comme une littérature érotique, certains passages, etc. Et ce sera le cas d'ailleurs dans les années 70, curieusement. Boccace représente des récits brefs avec une relative unicité de point de vue. L'action est simple et dépourvue de multiples péripéties. Le décor est lui aussi simple et ne fait pas l'objet de descriptions élaborées. Et ça, tout ça, ça va être très important parce que Boccace est, comme je dis, vraiment le modèle pour tous les autres nouvellistes de la Renaissance. Les personnages sont peu nombreux, typés et soumis aux aléas de l'action. Ce sont, selon le terme célèbre de Tsvetan Todorov, des hommes-récits. Une tradition littéraire, donc je cite Todorov, une tradition littéraire où les actions ne sont pas là pour servir d'illustration aux personnages, mais où, au contraire, les personnages sont soumis à l'action. Ou, d'autre part, le mot personnage signifie tout autre chose qu'une cohérence psychologique ou une description de caractère. Cette tradition, dont l'Odyssée, le Décaméron, les Mille et une nuits et le manuscrit trouvé à Saragosse sont quelques-unes des manifestations les plus célèbres, peut être considérée comme un cas limite d'apsychologisme littéraire, donc de non-psychologie. Et ce qui intéresse Todorov, évidemment, dans les années 70, comme tous les structuralistes intéressés par le nouveau roman, qui lui aussi est anti-psychologie. L'utilisation des types participe de la brièveté du genre et permet le développement d'une vérité générale, non toujours moralisante toutefois, à partir de l'intrigue racontée. Toutefois, le thème de l'individualité est important dans ces récits, désignant l'ensemble des qualités qui distinguent certains personnages des autres membres de la même société, en ce sens qu'ils sont capables d'agir et de penser à leur manière, prêts à assumer les conséquences de leur propre comportement, à quelques exceptions près. Notons que ces individualités, et c'est là un thème cardinal de la Renaissance, comme nous l'avons vu depuis Burckhardt, on voit vraiment la Renaissance comme le triomphe de l'individu, le premier triomphe de l'individu moderne. Ces individualités semblent réservées aux membres des groupes sociaux les plus élevés, tandis que la classe paysanne est souvent présentée comme une foule dépourvue de caractère. Mais le contraste entre l'idéal courtois aristocratique et l'univers des paysans est cependant problématisé, puisque loin de réserver à l'aristocratie le monopole des qualités et des vertus, Boccace les décèle et les fait voir chez des individus de moyenne et même basse
conditions. Donc, cette idée que, contrairement à l'idéologie des trois ordres de la féodalité qui justifie donc la séparation entre les seigneurs et leurs vassaux et les qualités intrinsèques de l'aristocratie, chez Boccace, on a vraiment des qualités humaines qui se retrouvent un peu partout dans l'échelle sociale. Le critère qui fond l'ensemble est celui de la vraisemblance, associé à une rigoureuse logique narrative où chaque information trouve sa fonction. Ce qu'on appelle le réalisme de Boccace est une savante injection d'éléments référentiels qui fait de chaque trame, même archi-connue, un cas particulier, selon une vision laïque du monde où les forces de la nature et les jeux de la fortune mettent à l'épreuve l'individu sans que la providence daigne se manifester clairement. Et là encore, opposition entre la fortune, la notion classique gréco-romaine de la fortune, versus la vision chrétienne de la providence. La langue utilisée par Boccace dans cette œuvre est adaptée à la variété multiforme des environnements, des personnages et des lieux. La périodicité est parfois large et solennelle, riche en subordonnées, inversions et constructions latines. À d'autres moments, elle est plus rapide. Très cicéronienne dans les exordes, l'écriture varie de tempo selon la nature et la rapidité de l'action et se colore de langue parlée dans les dialogues familiers. Le lexique varie de courtois et élégant à pittoresque et argotique. Dans sa célèbre Mimesis, donc un grand texte des théories littéraires que tous les littéraires devraient lire à un moment donné de leur parcours, donc Eric Bauerbach consacre un petit chapitre à Boccace, et je vous invite à le lire. Auerbach définit ce qu'il appelle le style intermédiaire de Boccace, observant que c'est précisément dans les sujets les plus populaires, voire grossièrement bouffons, que la formulation atteste le regard d'une catégorie sociale nouvelle, se rattachant à l'aristocratie urbaine, qui, tout en étant au-dessus des basses régions de la vie quotidienne, prend néanmoins plaisir à leur vive représentation. La parole maîtrisée autorise une jouissance patricienne même de la vulgarité. Donc, cette idée de donner un droit de citer à la vulgarité, à la culture populaire, à l'obscène, le grotesque, tout ça, vu par une vision d'ensemble nouvelle qui correspond à une catégorie sociale nouvelle. Aussi, le Décaméron, modèle de langue, fut-il un modèle de situation, mais aussi de style, de phrasé, pour la comédie italienne de la Renaissance et par la suite pour la comédie théâtrale partout en Europe. Donc, vous voyez que le Décaméron, ce n'est pas juste le modèle pour les nouvelles, le genre de la nouvelle occidentale, mais c'est aussi la source de quantité d'autres formes. Alors, il y a un texte important que vous avez en ligne de Todorov, qui est un petit texte important dans l'histoire des études littéraires, important dans l'histoire du structuralisme, c'est Grammaire du Décaméron. Et c'est dans Poétique de la prose. Il y a une analyse c'est un des modèles d'analyse structurale du récit, et en prenant justement les récits du Décaméron comme modèle. Alors, je vous l'ai un peu mis ici par commodité, si vous voulez arrêter puis lire par vous-même les planches. Je ne vais pas moi-même reprendre donc cet article, mais sachez que c'est intéressant aussi si vous travaillez pour d'autres nouvelles qui ne sont pas celles de Boccace. Le modèle structurel que propose Todorov, il est intéressant de voir s'il peut s'appliquer par exemple à Marguerite de Navarre, donc sa différence entre les modes de l'hypothèse à l'intérieur du récit, les relations entre les différentes propositions, ce qu'il définit aussi comme la séquence. Donc, voilà. Donc, une analyse vraiment très structurale, alors que, bon, nous, ce qu'on a vu un peu, c'est plus les caractéristiques d'ensemble de l'œuvre, avec donc tous ces aspects idéologiques, sociologiques, etc. Donc, il y a la naissance avec Boccace d'une véritable comédie humaine. Et comme le dit Laurence, les vrais protagonistes, ce ne sont plus les héros de l'Antiquité,
mais la population actuelle dans sa diversité. Au premier plan, la bourgeoisie active des communes, la nouvelle classe dirigeante, celle des marchands, qui fait irruption dans la comédie humaine qu'elle domine par son esprit d'entreprise et son exubérante vitalité. Ensuite, le peuple de la cité et de la campagne. Alors, il y a un autocorrecteur qui est vraiment embêtant, qui est tout le temps en train de changer mes textes, parce que je pense qu'il ne reconnaît pas nécessairement le français, que c'est écrit, tout est écrit en français. Ensuite, le peuple de la cité et de la campagne qui est vivement représenté, les notables, médecins ou notaires, les artisans, boulangers, cuisiniers, jardiniers, étudiants, paysans, mais aussi voleurs, curés, moines, moinesses, peinture qui puise largement à d'autres sources, d'autres quotients littéraires. Pour parler, pour reprendre donc le ton réaliste et la tonalité plébéienne, souvent comique ou même franchement obscène. Cet élargissement de la perspective sociologique est porteur d'un élargissement de la perspective humaine. L'inspiration du livre doit retenir l'historien des mœurs et des idées, donc lit-on dans un grand texte d'histoire qui est par plusieurs auteurs consacré à la désagrégation du monde médiéval, l'idéal chrétien en est absent, non point parce que les représentants de l'Église, moines ou prêtres, ignares, avides et hypocrites, égayent le livre de leurs aventures indécentes ou grotesques. Depuis longtemps, en tout pays catholique, on s'était habitué à rire du contraste entre la sublimité de la doctrine et la platitude des docteurs. Si Boccace laisse entendre que le culte des saints est plus authentiquement prodigue de grâces merveilleuses repose souvent sur l'imposture, d'autres l'avaient déjà bien de fois répété. Et il y avait déjà, par exemple, le dominicain Étienne de Bourbon qui concluait avant lui la corruption de la cour pontificale à la vérité du christianisme, qui, trahi par ses prêtres, ne subsiste que par un continuel miracle. Mais le conteur florentin se borne à décrire le monde comme il le voit, comique et bouffon, plus souvent que tragique, et les personnages de ces nouvelles ne semblent prendre aucun souci d'accorder leurs pensées avec des dogmes que nul d'entre eux, d'ailleurs, ne met en doute. Lui-même n'a rien d'un penseur ni d'un grand esprit. Quand, après le rédacteur inconnu des Novellino raconte la belle histoire des trois anneaux, il ne paraît pas en avoir bien saisi la portée philosophique et la leçon de scepticisme. Et il garde quantité de formes du catholicisme. Mais pourtant, si une conception morale se dégage du Décaméron, elle n'est pas chrétienne. Du premier chant de l'enfer au 33e du paradis, la nature apparaît comme le monde de la chute et du péché. Les personnages des contes ne connaissent que la loi naturelle. Elle le met parfois en conflit avec les conventions de la société et les règles de l'honneur, mais non avec les préceptes d'une morale religieuse qui, en fait, leur reste étrangère. Lorsqu'ils ne recherchent pas simplement leur plaisir et ne le tirent pas de la joie de nuire à autrui, leurs vertus, libéralité, courage, droiture, respect de la parole donnée, conviennent également aux sages païens, mais aussi aux musulmans, Saladin, modèle, quoique mécréant, de toute prouesse. À la Divine Comédie de Dante, le Décaméron oppose une comédie humaine. Son auteur aime le spectacle du réel et ne se soucie guère de réformer une société qui n'est plus chrétienne que de nom. Et c'est un constat vraiment très fort, donc fait ici par des historiens, et la valeur historique donc du texte. Si l'on peut affirmer que le contenu de Décaméron illustre une attitude qui n'est aucunement chrétienne, ce n'est pas en raison donc des railleries qu'il adresse aux superstitions et aux reliques, ou ses longues diatribes contre les moines, ou même les plaisanteries blasphématoires telles que la résurrection de la chair pour parler de l'excitation sexuelle de l'homme, le 10e conte de la 3e journée, et cette comparaison blasphématoire, elle va être reprise notamment par Gargantua, par Rabelais dans Gargantua. Non, ce qui s'oppose diamétralement à l'éthique chrétienne du Moyen-Âge, écrit Laurence, avec l'absence dans ce monde gouverné seulement par la nature et la fortune de toute préoccupation concernant le salut, c'est avant tout son naturalisme, sa morale sexuelle, sa revendication sans phare d'une liberté des sens. La conception de la vie morale dans le Décaméron est fondée, donc on l'a vu, sur le contraste entre fortune et nature, les deux ministres du monde, dit-il. L'homme est défini à partir de ces deux forces, l'une externe, la fortune, puissance
aveugle et neutre dont il appartient à l'ingéniosité humaine de tirer le meilleur parti, l'autre interne, la nature, avec ses instincts et ses appétits qu'il doit reconnaître avec intelligence. La fortune dans les romans apparaît souvent comme un événement inattendu qui bouleverse la vie, et là on sent l'influence des romans grecs et qu'on appelait aussi byzantins, tandis que la nature est présentée comme une force primordiale dont l'expression première est l'amour, sentiment invincible qui domine à la fois l'âme et l'essence, qui sait être également plénitude joyeuse de la vie et de la mort. L'amour, la loi souveraine de la nature, force incoercible et universelle, est le moteur du grand nombre de nouvelles touchant hommes et femmes, princes et hommes du commun, laïcs et prêtres ou moinesses, n'engageant souvent que le corps, mais ailleurs prenant le corps et l'âme. Ici, simple force instinctive, légitimant la satisfaction du besoin, souvent aux dépens du mari jaloux, débouté comme impuissant et hypocrite, et là, engagement de tout l'être. Donc vraiment l'opposition entre différents types d'amour, ce qui va être très important pendant toute la littérature de la Renaissance et la peinture et la culture de la Renaissance. Donc les différents types d'amour, l'amour physique, l'amour plus spirituel, l'amour passion, l'amour folie, etc. Bien qu'enraciné par une longue tradition, soutenue en France par le filtre que fera La Fontaine, parce que La Fontaine, plus tard, que vous connaissez pour les fables, mais La Fontaine a écrit aussi des contes libertins, licencieux, et la plupart sont inspirés de Boccace, c'est des réécritures. Donc, c'est de là que vient la réception ultérieure, va surtout s'intéresser chez Boccace à cet aspect-là, comme je le disais tantôt. C'est vraiment l'idée de Boccace, licencieux, libertin, voire ce qu'on disait gaulois, ou même le terme boccacesco pour désigner quelque chose de libertin, grivois, etc. Mais en fait, comme le rappelle Laurence, plus de la moitié des nouvelles n'est pas du tout consacrée à l'amour physique, soit parce qu'elles mettent en scène des situations élégiaques ou tragiques et exposent alors des amants constants jusque la mort et jusque dans la mort et jusqu'à la mort, et des figures féminines pleines de délicatesse, de dignité, de souffrance, soit qu'elles déroulent des intrigues où triomphe intelligence, courtoisie, libéralité, héroïsme et magnificence. Donc on ne peut pas limiter juste Boccace à cette idée un peu caricaturale des moines paillards, des couples adultères, etc. Et enfin, une troisième force motrice est celle de l'esprit, au sens d'intelligence, en italien ingegno, donc qui est proche presque de la catégorie de la métisse grecque. Ce n'est pas la raison, c'est l'esprit au sens de mot d'esprit, de trait d'esprit. Ce poème de l'initiative humaine, de l'industrie, de l'agir humain, se jouant dans les limites et avec les sollicitations que lui offrent la fortune et les autres hommes, dans la trame complexe des rapports en société, est aussi et d'abord le poème de l'intelligence. Les stupéfiantes ressources de l'esprit humain du haut en bas de l'échelle sociale, tel est le thème par lequel Boccace inaugure une ère où l'homme se revendique comme l'unique artisan de son destin. Et là aussi, un aspect totalement novateur. On retrouve les deux registres plébéien et patricien qui se côtoient sans cesse au fil des journées, bien distincts de la beffa, la farce, le bon tour, qui fait l'objet de la 6e et 7e journée, beaucoup plus policé et puisant à d'autres sources, étincelle le motto, le bon mot, auquel sont consacrées deux autres journées et qui renoue avec une noble tradition antique, celle des recueils de bons mots, et ouvre une veine qui va aussi marquer la Renaissance jusqu'à l'âge baroque, comme les facéties du Poggio, etc. Donc toute une littérature qui va être lue jusqu'à nos jours d'ailleurs. Il y a encore des recueils, vous pouvez acheter des recueils d'histoires drôles, de blagues, d'anecdotes, de mots d'esprit, de traits saillants. Donc c'est quelque chose qui s'est toujours vendu depuis. Alors, le succès du Décaméron va accompagner celui de la Renaissance à travers l'Europe. Et vraiment, s'il y a une œuvre qui va être populaire à la Renaissance, c'est vraiment le Décaméron. En France, il y a une première traduction, nous avions vu les illustrations en 1414, et il va y avoir à partir de ça les premières imitations. Et puis, il y aura celle de 1545 qui va être réalisée à la demande de Marguerite de Navarre,
qui va elle-même donc faire l'heptaméron. Et c'est dans cette édition donc, du XVIe siècle par laquelle les Français vont vraiment se convertir totalement à Boccace et à travers Boccace à la culture de la Renaissance italienne. Il va être inlassablement repris, sinon pillé, par les innombrables recueils de nouvelles qui vont suivre. Et le modèle du cadre à l'italienne, la division en journées avec des thèmes, des dévis, des intermèdes poétiques, va aussi être imité. Je vous envoie à la magnifique anthologie des conteurs italiens de la Renaissance, de la Pléiade, où il y a quantité d'auteurs, donc là vous avez la liste, quantité d'auteurs italiens qui vont reprendre le legs de Boccace. Alors il va y en avoir qui vont être plus érotiques, voire pornographiques, il y en a qui vont être plus du côté du tragique, il y en a qui vont être plus dans une sorte de recherche du style, etc., etc. Mais la matrice, c'est toujours le Décaméron. Christine de Pisan est une des premières écrivaines françaises qui le reprend dans La Cité des Dames. Le texte anonyme français des 100 nouvelles nouvelles est une sorte de Décaméron, de par le titre lui-même. Moderata Fonte, dans Le mérite des femmes, reprend aussi des éléments du Décaméron, mais en ne retenant que les femmes. Donc, c'est vraiment donc une version genre féminine du Décaméron. Et il va y avoir comme ça quantité de variations. Alors, l'influence va s'étendre aux dramaturges. Alors, pour ne citer que Shakespeare, il va tirer du Décaméron plusieurs œuvres, All's Well That Ends Well, Cymbeline et The Two Gentlemen of Verona. Mais par ailleurs, Shakespeare va aussi tirer de plusieurs nouvelles d'autres pièces, dont notamment Roméo et Juliette, qui est une nouvelle de la Renaissance italienne, pas de Boccace. Et les artistes aussi, nous avons déjà vu le Botticelli, donc l'histoire de Nastagio degli Onesti, avec donc cette histoire des fantômes, de la persécution et du martyre de la femme peinte par Botticelli. Et puis, curieusement, dans les années 1970, Pasolini adapte le Décaméron dans un film qui fait date et qui est un des films importants non seulement de Pasolini, mais du cinéma, du nouveau cinéma des années 60-70, de la contestation, de la contre-culture. Mais en fait, ça va être un tel succès qu'il va y avoir toute une série de films italiens qui vont prendre appui, prétexte sur le genre du Décaméron pour montrer des films un peu softcore. En fait, c'est avant la pornographie hardcore. Donc, c'est vraiment le cinéma érotique, comique, donc la sexploitation, et qui va faire fureur en Italie et en Europe. Ici, vous avez donc plusieurs affiches, donc le Décaméron de Pasolini lui-même, mais ensuite toutes les variations. Il y en a eu vraiment plusieurs qui se sont intéressés à ça. Alors avec des titres un peu bidons, comme c'était le propre du cinéma érotique de cette époque-là, comme Ton diable dans mon enfer, etc. Et alors des films de qualité très variable, donc très peu comparable au film de Pasolini qui est un chef-d'œuvre, mais certains faits quand même par des réalisateurs parfois intéressants. Alors des films aussi très intéressants pour l'époque, pour saisir un peu la révolution sexuelle, mais aussi la misogynie, la transformation de la misogynie dans la révolution sexuelle. Et en même temps, dans le contexte italien, la volonté d'affirmer cette révolution sexuelle contre une église encore présente. Ce sera le cas d'ailleurs aussi au Québec, avec toute une série de films. Mais à ce que je sache, il n'y a pas eu le courant médiévaliste, puisque aussi au Québec, il n'y avait pas, enfin, Renaissance, je veux dire, ce tournant n'étant pas du tout aussi important dans l'histoire québécoise, qui commence un peu plus tard, donc la Nouvelle-France se situant plutôt à l'époque de ce qu'on appelle le baroque en France. Donc le terme nouvelle provient de l'italien novella,
Et il vient de Boccace et il caractérise donc un récit concernant un événement présenté comme réel et récent. Donc cette idée de nouveauté qui vient dans la novelle. En tant que tel, il s'inscrit dans l'appétit de nouveauté qui anime la Renaissance, la promotion du présent, le hic et nunc, le moment présent, nourri de l'apport du passé, donc voir Machiavel, etc. Et l'intérêt pour le monde qui nous entoure, qui était le propre aussi des humanistes. La nouvelle, dit Tournon, le genre et le mot doit à l'italien novella sa double valeur de récit et de récit réel. Conter, commenter une nouvelle, c'est faire œuvre de journaliste, de moraliste aussi. Parallèlement, la nouvelle se constitue en tant que récit faisant appel à l'expérience quotidienne du groupe social, nous dit Saunier. De ses origines, la nouvelle garde un goût pour la peinture des réalités choisies de ce temps et assume une fonction de réalisme critique dont le roman n'est pas encore capable. Et d'ailleurs, le tournant réaliste de la nouvelle avec Boccace va marquer le tournant réaliste plus tard, par exemple du roman picaresque. Type de récit bref qui remplace à la fin du Moyen-Âge le fablio et le dit en vers, le nom et le genre viennent d'Italie, le Décaméron de Boccace et les facéties latines de Poge, traduites en français, fournissent les modèles de 100 nouvelles nouvelles, recueil composé pour le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, et qui sera imité aussi en France. L'accent est mis sur les données qui font vrai, donc ce que Roland Barthes appellera l'effet de réel, les notations géographiques, les biographiques, historiques, pour ancrer donc ces récits dans un temps et un espace. On feint ainsi de rapporter la nouvelle d'une amusante aventure récemment arrivée à quelqu'un que l'on peut nommer. Mais le thème est finalement emprunté à des traditions beaucoup plus lointaines, comme on a déjà vu, ou simplement maquillé. L'intention est généralement de faire rire, comme dans le fablio, au besoin en brodant sur un simple jeu de mots, le plus souvent en faisant agir le ressort comique d'une aventure sexuelle. Le mari cocu, l'amant orgueilleux ou le manant rusé, la coquette trompeuse ou trompée, le prêtre lubrique ou la nonaine dévergondée retrouvent là leur rôle de prédilection. Le désir tend un piège où tombe celui qui justement l'a préparé. C'est Daniel Poirion dans son article sur la nouvelle dans l'Universalis. Certains narrateurs ont compris que cette machine à surprise que constitue la nouvelle pouvait servir à construire des récits tragiques, et on sait que Marguerite de Navarre saura tirer parti de ces deux tendances de la nouvelle en les adaptant à son public et à ses intentions sérieuses. Véhicule de la croyance incrédule de la Renaissance, bien qu'elle soit issue de l'exemplum, elle est rarement d'inspiration ecclésiastique. Imprégnée de l'esprit humaniste, elle rejette la simplicité parfois grossière du fablio et cherche à mettre en relief ce qui est unique dans le personnage et son destin, écrit Phony. Les auteurs de cette époque publient d'ordinaire leurs nouvelles en cycle. Non, écrit, c'est dans le texte de Tournon. Les auteurs de cette époque publient d'ordinaire leurs nouvelles en cycle, unis par l'artifice d'un jeu de société. Une petite compagnie passe son temps en écoutant des histoires qui, pour être proches de la vie quotidienne, n'en contiennent pas moins quelques éléments singuliers, ce qui leur vaut d'être racontés. De l'âge de l'oralité, les groupes sociaux, corporations, communautés villageoises, assemblées de femmes, ont conservé le goût de se recréer par des narrations brèves. Loin de lui porter atteinte, l'imprimerie le servira, cette oralité donc. Et c'est ça qui est très curieux, c'est qu'on passe du monde des conteurs oraux au monde des conteurs écrits et imprimés. Mais l'imprimerie, un des premiers succès, c'est justement le Décaméron, et un des premiers succès, c'est de feindre l'oralité. Et ça va être très important pour la suite de la littérature. Donc l'imprimerie servira, c'est le goût des narrations brèves, accélérant la circulation des contes et enrichissant leur répertoire. C'est d'abord cette réalité, la pratique sociale du conte oral, que reflètent les recueils de nouvelles au XVIe siècle, quand ils vont recréer l'image d'une société conteuse, où l'on raconte des contes. Cohérentes et condensées, les nouvelles se terminent généralement sur un effet surprenant, souvent rehaussé par une pointe spirituelle. C'est ce que les anglo-saxons vont appeler le twist. Mis à part ces quelques traits qui d'ailleurs ne se retrouvent pas dans chaque récit, la production de l'époque montre la plus grande diversité. Des amourettes libertines au grave tournant du sort, les conteurs touchent à tout sujet qui s'offre à eux. Boccace se propose d'amuser son public avec le Décaméron,
et confronte souvent des vérités individuelles aux lois morales en vigueur, alors que dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, ça va être l'intention didactique qui prédomine. Alors, un autre grand recueil français, celui-ci déjà évoqué, c'est celui des 100 nouvelles nouvelles. Alors, il date de la moitié du XVe siècle, mais il est imprimé vers la fin. Il se réclame du Décaméron pour le modèle, mais sa composition n'est pas stricte comme chez Boccace. Et bien que l'ouvrage soit souvent italien par son inspiration, donc outre Boccace, on reconnaît les facéties latines du Poge, qui étaient des histoires plutôt anecdotiques et assez libertines. Le souvenir du fabliau français est bien là. Et là, on sent que chaque pays va adapter la Renaissance à ses propres idiosyncrasies, en poésie comme en littérature, en prose comme en peinture, etc., etc. Donc en France, le souvenir du fabliau va être plus fort parce que les fabliaux étaient essentiellement français. Donc, par exemple, l'enfant de la neige, le prêtre mutilé, le mari de confesseur de sa femme, sont des choses qu'on retrouve dans les 100 nouvelles nouvelles. Le ton rappelle également celui des recueils d'Exempla, qu'on a déjà parlé, et le narrateur attire l'attention du lecteur sur les enseignements qu'elle apporte. Alors, les narrateurs dans les 100 nouvelles nouvelles, il y en a 36. Ce sont des courtisans de la cour du duc de Bourgogne, et ce sont tous des personnages historiques ayant réellement existé. Leurs propos tournent en général autour d'un épisode amoureux, généralement traité sur le mode de la caricature. Il n'est le plus souvent question que de maris trompés, de veuves lubriques, de prêtres paillards, et le mérite que l'on reconnaît à ce recueil est celui de la réussite des dialogues et des croquis qui dotent d'existence les personnages les plus conventionnels. Mais à côté de la bouffonnerie des situations, donc par exemple, au soir des noces, une jeune mariée accouche et le mari ne s'était même pas rendu compte qu'elle était enceinte. Donc, à côté de la bouffonnerie des situations, apparaît un tragique, dit Borio, issu peut-être du romanesque italien que l'on retrouvera par la suite. L'enlèvement d'une nouvelle conduit au crime et au suicide. Une toute jeune femme échappe par ses qualités, donc tendre autant que décidée, à la typologie traditionnelle très misogyne du fabliau français. Et en général, les incidents et les personnages appartiennent à la bourgeoisie. Il n'y a rien de chevaleresque, rien de merveilleux, pas d'amant rêveur, pas de dame romantique, de fée ou d'enchanteur. Nobles dames, bourgeois, nonnes, chevaliers, marchands, moines et paysans se trompent mutuellement. Les seigneurs trompent la femme du meunier en lui imposant la simplicité et le meunier riposte de la même manière. Le berger épouse la sœur du chevalier et le noble n'est pas trop scandalisé. Les vices des moines sont dépeints dans une demi-douzaine de contes et les séducteurs sont punis avec une sévérité qui n'est pas toujours proportionnée au délit. Et on arrive à l'Heptaméron, donc un siècle plus tard, au milieu du XVIe siècle, donc entrepris par Marguerite de Navarre, donc, dont vous avez ici le portrait, qu'on attribue parfois à Jean Clouet. Donc la sœur du roi, François Ier, et l'Heptaméron entrepris à l'imitation d'un divertissement mondain. C'est une série de 72 nouvelles réparties sur 7 journées, d'où le titre Heptaméron. Il y aura 2 nouvelles pour une 8e journée qui n'est pas finie et qui ne fut jamais achevée puisque Marguerite meurt donc sans avoir pu lui donner sa forme prévue. Donc, et ça va être publié 10 ans plus tard, après sa mort. Elle voulait, en théorie, selon le prologue, faire un nouveau Décaméron, donc se rendre jusqu'au 10 juin. Contraste donc dans les rangs des conteurs souvent anonymes ou d'humbles lieux d'une princesse évangélique et platonisante. Et là, c'est un autre monde un peu avec Marguerite de Navarre, parce qu'on est socialement beaucoup plus haut dans la hiérarchie sociale. C'est une princesse, c'est la princesse de France. Elle a une éducation totalement exemplaire de humanisme. Elle connaît à la fois le débat sur la réforme protestante et elle connaît les théories néoplatoniciennes des Italiens, donc de l'Académie de Florence, etc., etc. Donc, on est vraiment au top
de l'intelligentsia européenne avec Marguerite de Navarre. Il ne s'agit là en fait que des versants différents d'une même expérience. Déjà, les poésies de la reine révélaient la brutalité du désir comme les faiblesses des affections. Témoin des passions et des intrigues de cour, elle était fondée à croire, comme l'un des dévisants de l'œuvre, que, tournons-cite, de l'homme et de la femme, le meilleur n'en vaut rien. Donc une vision très, très pessimiste sur les faiblesses de l'humanité. Si elle ne se rallie pas elle-même à cette conclusion extrême, c'est sans doute parce qu'elle ne conduirait pas à une vérité pratique, mais c'est aussi parce que son livre est d'abord un jeu sérieux. Donc, l'idée constamment instruire, plaire et le serio ludere, donc le jeu sérieux. Une compagnie aristocratique, 5 hommes et 5 femmes, providentiellement réunis dans les Pyrénées, isolés du monde par une crue du Gave de Pau, envisage d'occuper au mieux les 10 jours nécessaires à la construction d'un pont, en réunissant donc les 100 nouvelles, mais en ne retenant que des vérités véridiques que les personnages vont par la suite commenter. Les ressemblances formelles avec l'œuvre de Boccace abondent. L'ample prologue, la présence de contes plaisants et de récits tragiques, la noble compagnie fuyant des périls extérieurs. Mais on a vu aussi avec raison dans l'Heptaméron un anti-Décaméron, selon l'expression de Delègue. N'accueillir rien qui ne soit véritable histoire, c'était déjà refuser certains contes du modèle italien. Écartant de la compagnie conteuse des gens de lettres qui auraient entaché cette vérité de rhétorique, la reine prend ses distances devant la séduction artistique du modèle. Peu disposée enfin à montrer comment les forces d'amour éveillent les facultés intellectuelles, elle préfère mettre en garde contre des attachements profanes qui compromettent le salut spirituel. Donc, chez Marguerite de Navarre, il y a une vision plus moralisatrice de l'amour et surtout de l'amour des sens euh, qu'elle connaît, qu'elle reconnaît, qu'elle peint, etc., mais qui est moins exaltée que chez Boccace. Marguerite prend soin d'ancrer la matière de ses contes dans le temps présent ou un passé tout proche et connu des devisants et des lecteurs implicites et des lectrices implicites, avec des allusions à l'histoire la plus contemporaine. Par exemple, le meurtre d'Alexandre de Médicis, donc quelques années avant. Ce sera d'ailleurs le sujet du célèbre drame romantique d'Alfred de Musset, Lorenzaccio. L'expédition canadienne de Robert Val en 1542, les prouesses galantes ou chevaleresques de François Ier, de son frère. La quatrième nouvelle compte même une tentative de viol dont se rendit coupable l'amiral de Bonnivet sur la personne de l'autrice. Donc là, ça devient le personnage, donc l'auteur, l'autrice, devient personnage de son propre texte pour raconter une expérience traumatisante, et pour en tirer une lecture donc en accord avec sa vision du monde humaniste, profondément humaniste. Elle n'en puise pas moins dans les recueils de nouvelles intérieures, comme dans le trésor des fabliaux, mais elle retouche, transforme les motifs, modifie les dénouements. Donc, par exemple, un conte très typique où un mari borgne revient et sa femme infidèle lui ferme l'œil valide avec différents prétextes pour permettre que l'amant puisse s'échapper, donc une situation typique de fabliaux et du burlesque. Mais le mari se doute, incontinent de la feinte, et le détail change tout, parce que le mari comprend la situation, et donc l'épouse humiliée n'a d'autre ressource que de revenir auprès de lui. Le sujet du fabliau est devenu un conte moral. Ces 10 personnages sont désignés par des pseudonymes, pour la plupart transparents. Parlamante, c'est Marguerite en personne. Hircan, le cynique, c'est Henri d'Albret, son mari. Oisille, Louise de Savoie. Dagoussin, qui jamais n'a osé tenter l'amour des femmes de peur d'en trouver moins qu'il n'en désire, ce serait Nicolas d'Angus. Donc on est déjà dans le milieu, donc c'est la princesse, le milieu de la cour, et on est dans le milieu des romans à clé, ce qui sera d'ailleurs une des caractéristiques par la suite jusqu'à très tard.
Jusqu'à Proust du moins, et puis ça a continué. La veine des romans à clé continue jusqu'à nos jours, évidemment, chez les stars, etc. Chacun d'eux prépare et présente un récit dont il tire la morale et l'enseignement avant un débat général. Loin d'être des simples truchements d'idées préfabriquées, les conteurs, les devisants, vivent réellement, puisqu'imbriqués eux-mêmes et entre eux dans un tissu de relations sociales et affectives. Globalement, ils se divisent en deux camps, celui des idéalistes qui défendent les femmes et celui des pragmatiques qui ne leur accordent aucun crédit. Les récits ne prennent en effet leur validité que par rapport aux thèses en présence, ce qui est affirmé dès la première nouvelle. Et je cite, « Depuis que Ève fait pécher Adam, toutes les femmes ont pris possession de tourmenter, tuer et damner les hommes », remarque Simontault, après avoir raconté l'histoire du procureur d'Alençon, envoyé aux galères pour avoir trop bien écouté sa femme. À pareil propos, Oisy répond par l'histoire de la vertueuse muletière d'Alençon. Et donc, comme ça, on a une progression dialectique de différents contes, ce qui était déjà chez Boccace, mais qui ici est systématisé. Et à chaque fois, on prend la défense et on attaque. Donc, dans la lignée de la querelle des femmes, qui est une des grandes querelles qui traversent la littérature depuis l'âge courtois jusqu'à l'âge classique, et donc défense et critique de la femme et inversement défense et critique donc de la misogynie. Leur trame situe les histoires hors du commun, non du point de vue de la société où elles se déroulent, mais pour la qualité des actions. C'est-à-dire que ce sont souvent des histoires assez extrêmes, comme de meurtre, de viol, d'inceste, où il y a une tonalité plus tragique et plus sérieuse qui s'installe. Donc, par rapport à la violence, l'univers de l'Heptanéron connaît en effet la violence. La cupidité et l'ambition y jouent leur partie, mais plus encore le désir amoureux, passion ou stricte flambée sensuelle. Et là, on a changé d'univers un peu par rapport à Boccace, où il y avait quelques nouvelles tragiques, mais ici, elles prennent beaucoup plus de place. Évidemment, on n'est plus du tout à la même époque, et on est à une époque qui est déjà traversée par les guerres de religion, par les conflits, et où il y a une vision plus noire qui est en train de s'installer, comme nous l'avons déjà évoqué. Il fait mourir d'émotion, donc l'amour fait mourir d'émotion un soupirant qui se voit enfin agréé, inspire à Davanne et à Madour de recourir au viol pour posséder la femme vertueuse qui leur résiste, et pour les rustres, ça va jusqu'au meurtre, et pour certains religieux aussi. Ceux-ci, que leur état écarté des satisfactions légitimes, usent de violences cachées ou de chantage pour parvenir à leur fin. Rien de l'anticléricalisme médiéval, indifférente à la paresse, la goinfrerie ou l'ignorance que le Moyen-Âge critiquait chez les moines, la reine ne retient que la luxure qu'on leur prête. À ces religieux, cordeliers surtout, qui vivent dans le siècle et s'introduisent dans les familles, elle rapproche d'abord de corrompre l'ordre du mariage, dont ils devraient être les meilleurs garants. Les gens de bien savent aussi répondre par la violence. Un cordelier trop entreprenant reçoit un coup de pied dans le ventre. À deux autres qui avaient abusé d'une jeune épousée, les villageois coupèrent les bras et les jambes. Donc c'est vraiment un univers beaucoup plus violent qui est représenté. Les contes plaisants, plus brefs, déroulent pour l'ordinaire les chevaux des ruses féminines, mais non sans grâce. La reine de Naples se venge avec un gentilhomme de son mari infidèle. Madame de Loué, par la vertu de l'eau et du feu, fait revenir à elle un époux qu'il a délaissé pour une horde chambrière, donc une vulgaire employée, chambrière. Les hommes ne sont pas en reste. Un tapissier de fort tempérament, surpris par une voisine avec sa chambrière à se jouer sur la neige petit matin, s'avise de réitérer la scène avec son épouse pour donner le change. C'est à celle-ci qu'il reviendra de rassurer une bonne femme scandalisée. Donc là encore, un peu l'élément des fabliaux. Quant à la discussion, si elle oppose vivement les deux parties, elle ne puise jamais totalement le sens de l'épisode, comme le démontre la belle et célèbre 32e nouvelle. Le gentilhomme Bernage y reçoit en Allemagne l'hospitalité d'un seigneur dont la femme ne paraît qu'au dîner. Silencieuse, magnifique, drapée de noir et tondue, elle reçoit à boire dans la tête d'un mort dont les yeux étaient bouchés d'argent. Il s'agit bien entendu du crâne de son amant, dont les compléments du squelette est entreposé en une grande armoire dans la chambre de la dame. Après pareil récit, la discussion s'engage sur le degré d'adaptation de la punition à la faute,
la place de la pécheresse de l'Évangile et la psychologie du Dagoussin, sans que les agissements du mari fassent l'objet de la moindre appréciation. Cette discussion s'arrête en général sur une manière d'aporie, ne débouchant sur aucune vérité, et elle rebondit toujours au moyen d'une nouvelle histoire. Et c'est ça la dynamique de l'heptaméron, c'est que au lieu de dire bon bah ça c'est bien, c'est pas bien, etc., finalement on passe à une autre histoire pour illustrer une autre variation autour de la même situation, autour du même dilemme, autour du même problème. Ce procédé de dialogue constant entre récit et commentaire laisse à chaque fois l'impression de l'extrême fragilité des opinions humaines, surtout en matière de morale amoureuse, dès lors qu'elles doivent affronter l'expérience. Et là, on est proche un peu de Montaigne déjà, et de cette sorte de relativisme de l'humanisme vers la fin de la Renaissance. À travers ces débats jamais réellement clos, n'apparaît alors comme vraie valeur que la sincérité devant Dieu et les hommes. Et je pense, dit Géburon, que vous dites vérité, et que l'hypocrisie, soit envers Dieu, soit envers les hommes ou la nature, est cause de tous les maux que nous avons. Cette sincérité, Hircan l'imagine mal chez les vivants. Ce sera à l'heure qu'il n'y aura plus de chair sur nos os. Et chez Parlement, image de Marguerite, l'évangéliste si attaché à la puissance de la foi et les objets de vœux. Ce sera belle chose que notre cœur fût si rempli parfois de celui qui est toute vertu et toute joie, que nous le puissions librement montrer à chacun. Dans les dévis où se commande la nouvelle, retentit l'écho d'une conversation vive et naturelle, brillante ou passionnée, enjouée ou relevée de pics personnels. Donc on est ici aussi dans le monde de la cour. Ce que Marguerite nous évoque, c'est le monde de cette conversation qui est devenu un véritable art de société. Et ce sera d'ailleurs ce que une historienne récente, Clavelli, va parler l'âge de la conversation, puisque ça va être vraiment quelque chose qui va traverser la Renaissance, qui va traverser l'âge classique et qui va continuer jusqu'aux Lumières. On a trop vu dans ces derniers un reflet des entretiens réels de l'aristocratie à qui il proposait plutôt un idéal à atteindre. Donc, ce n'est pas tellement que les gens s'exprimaient déjà comme ça, mais c'était un peu un idéal et c'est cet idéal qui va être imité par la suite. En s'attachant aujourd'hui au roman à clé, à savoir qui est qui, etc., mais et plus à l'expression de ce dialogisme dont la critique récente a montré la fécondité. Le ferme exposé de Parlement, qui voit dans l'amour que se portent les parfaits amants un chemin à l'amour divin, répond bien au platonisme de la reine, mais ne fait pas oublier que dans le recueil, l'âme ne passe outre qu'au terme de l'échec d'une affection profane. Si les dames de la compagnie apprécient le renfort du respectueux Davoussin dans les débats qui les opposent aux apologistes de la jouissance brutale, elles n'adhèrent guère au narcissisme que cache son ficinisme laïcisé, c'est-à-dire ficin, donc le néoplatonisme laïcisé ou laïque. Faisant encore la part du jeu et de l'humour dans les propos de Simontault, Saffredant et Hircan. Leur antiféminisme cynique n'est souvent que provocation à l'escrime dialogué. Si l'heptaméron est bien contre l'esprit courtois ou néopétrarchiste, un éloge de l'amour marié, on voit aussi qu'il adhère au renforcement de l'autorité paternelle qui marque la famille bourgeoise ou aristocratique des temps modernes. Enfin, jetant au long de son enquête sur les réalités humaines de son temps un regard repourvu d'illusions, Marguerite de Navarre n'en propose pas moins à la fois une sagesse mondaine et une morale chrétienne. Pour ce qui est des histoires tragiques, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et c'est qu'effectivement, au moment où Marguerite de Navarre écrit, il y a déjà eu un grand tournant en Italie. C'est en 1550, enfin, au moment où le texte est publié, parce que Marguerite précède la publication des nouvelles, les nouvelles de Matteo Bandello. Mais donc, c'est vraiment un peu une coïncidence assez intéressante, une synchronicité que Marguerite de Navarre insiste un peu sur le côté tragique et que Bandello, carrément, va en faire un genre. Et ça va être un infléchissement majeur du genre des nouvelles vers ce qu'on appellera plus tard les histoires tragiques. Et donc, même s'il y en avait déjà chez Boccace, même s'il va y en avoir beaucoup donc chez Marguerite, le ton s'assombrit définitivement, explorant les aspects les plus cruels d'un siècle de plus en plus marqué par la violence. Donc, au moment où commence la production narrative de Bandello, l'art de la nouvelle est toujours largement tributaire en Italie de l'imitation du Décaméron. Il fait une part essentielle à la riche élégance du style, à la force du mot sans réplique qui résout un dilemme ou un embarras, à l'exemplarité morale ou pratique du dénouement. Sans se borner à des sujets tirés de l'actualité, Bandello apporte dans la nouvelle plus de liberté d'écriture, le sens de la chronique, du vécu quotidien, le goût de l'histoire saisissante ou captivante par elle-même, indépendamment
de sa signification idéologique ou de sa portée morale. Et l'architecture traditionnelle du Décaméron, donc le récit cadre, etc., est ici remplacée par des lettres dédicaces qui précèdent chaque nouvelle. Et donc, ça permet une vaste galerie de personnages de l'époque, et nous retrouvons des personnages très célèbres, comme Léonard da Vinci, donc, qui écrit une lettre, soi-disant, donc c'est des personnages que Bandello met en scène, mais aussi Machiavel, le pape Léon X, Isabelle d'Este, donc aussi une des grandes mécènes de la Renaissance, Castiglione, l'auteur du livre du courtisan, un des plus grands best-sellers de la Renaissance, jusqu'à des personnages plus proches, familiers de l'auteur. On découvre de la sorte un panorama riche en couleurs et en événements historiques ou biographiques de la vie des cours, des salons, des cloîtres et des garnisons, tel que l'auteur l'a vécu et idéalisé. En situant chaque nouvelle dans un cadre réaliste et mondain, il contribue à personnaliser et à actualiser le récit, le public courtisan qui est mis en scène, jouant le rôle de relais entre l'événement qui est raconté et sa découverte par le lecteur. Ces récits constituent une anthologie très éclectique des principaux registres de l'art de conter. Les farces et comédies populaires, qui vont jusqu'à la grossièreté, les bons mots et les facéties, qui permettent à la société polie de l'époque d'exercer son esprit et son art de s'imposer par la culture, mais aussi des drames tragiques, où la passion humaine expie ses égarements dans le sang, amples récits dans lesquels pointent le pétrarchisme et l'élégie, et qui prennent parfois l'allure de petits romans. Bandello, donc, a une sorte de passion de collectionneur qui cherche les faits admirables qui adviennent au jour le jour. Et ce sont des nouvelles presque de type journalistique, comme celle de la comtesse de Ceylan, de la duchesse d'Amalfi, de Simone Turchi, qui sont des faits divers, et ce sera vraiment par la suite toute l'industrie de ce qu'on appellera les canards, qui sont les premiers journaux qui sont consacrés presque exclusivement à ce type de faits divers tragiques, cruels, brutals, comme on en a encore aujourd'hui, si vous lisez, je pense qu'ici ça s'appelle Ici Police ou un truc comme ça, à Montréal, donc, mais ça existe partout dans le monde, c'est vraiment des journaux consacrés aux faits divers. Donc ça commence avec Bandello. Ce sont donc des faits divers d'une brûlante actualité, où Bandello déploie son art de gazetier qui s'attache à la trame nue du récit, au mépris de la psychologie et du style traditionnel. Et c'est un apport vraiment original, mais à la fois situe la limite de l'œuvre. Bandello est le témoin d'un monde social en crise. En matière de morale, il énonce sans doute des préceptes libéraux de bon sens qui révèlent une conception épicurienne et indulgente de l'existence. Mais à ce naturalisme viennent s'ajouter l'idéologie normative et le souci de restauration. On est en plein temps de contre-réforme et du Concile de Trente. Son penchant pour l'histoire tragique, dans laquelle des individus ne contrôlent plus ni leur passion ni la réalité extérieure. Son intérêt pour le fait pathologique et criminel, c'est vraiment très brutal chez Bandello. Et c'est vraiment avec lui qu'on commence à avoir des histoires vraiment atroces qui sont réellement arrivées, d'empoisonnement, de meurtres, de famille, de dynastie. Donc là, on retrouve tout cet univers dont on parlait un petit peu dans les séries contemporaines qui s'intéressent aux Borgia, aux Medici, tout ça. C'est aussi un petit peu cet univers qui commence avec Bandello. Sa conception d'une fortune aléatoire et irrationnelle, plus sombre que chez Boccace et même que chez Machiavel, qui mène les hommes au hasard, transformant leur destin en cas aberrants et imprévisibles, sont autant d'indices qui renvoient aux incertitudes angoissées de la réalité contemporaine, aux perturbations qui ont bousculé l'ordre politique et idéologique antérieur. L'écriture de Bandello, à la fois réaliste et désarticulée, exprime bien ce sentiment moderne du fortuit et du contingent. Conteur abondant, qui sait multiplier et étendre les péripéties, il va être énormément repris et il va inspirer quantité de gens. Alors, que ce soit les narrateurs, comme Cervantes, Montemayor, ou les dramaturges, beaucoup de ces histoires cruelles vont être adaptées. Shakespeare, Calderón de la Barca, Webster, Lope de Vega, tout le grand théâtre élisabétain et comédien espagnol dont on parlera quand on parlera du théâtre, il va être marqué par Bandello et par la suite beaucoup d'autres auteurs.
Et en France, justement, c'est le titre Histoire tragique qui est directement pris par Boileau dans une traduction de 6 de ses nouvelles en 1560. Et son collaborateur Belforêt va continuer, et ça va être vraiment des best-sellers. Le succès du genre répond à l'attente d'un public dont les nouvelles à la mode de Boccace, sentimentales ou plaisantes, ne comblaient plus la sensibilité. L'époque goûte les émotions extrêmes et les péripéties sanglantes, un goût qu'exacerbe la violence au quotidien d'un pays qui s'installe dans la guerre civile. L'histoire tragique n'est pour l'essentiel que le récit d'événements funestes et sanglants. Secundus, par exemple, cause la mort de sa mère en voulant éprouver sa vertu, chez Poisson. Fleury se brûle les entrailles avec du vin bouillant pour se punir d'avoir été abusé par un serviteur qui l'avait enivré, dans le printemps de hiver. Florence feint de vouloir épouser le meurtrier de son amant, mais dans le lit nuptial, le poignarde et lui arrache le cœur avec ses dents. Cette longue rhapsodie d'horreur témoigne d'une crise de la sensibilité qui va d'ailleurs continuer pendant tout le baroque et va d'ailleurs même être comme radicalisé par le baroque, et chez les lecteurs comme chez les auteurs, d'une fascination ambiguë pour le mal. D'ailleurs, le marquis de Sade va lui-même, dans Les Crimes de l'amour, reprendre certaines de ces histoires. Chez ces derniers, donc, toutefois, chez les auteurs, triomphe un moralisme intransigeant que l'absence ordinaire d'histoire cadre ou de débat définissant le sens du récit les amène à manifester dans l'aventure même. Donc là, ça devient un genre très moralisateur, à la fois qu'il est très transgresseur. Et ça va être un paradoxe typique dont va s'amuser d'ailleurs le marquis de Sade en disant non mais moi je montre des horreurs, mais c'est pour montrer aux gens qu'il ne faut pas se livrer à la passion excessive, etc. etc. Mais en fait, et ça va être le discours moralisateur de tous les puritains par la suite, lorsqu'ils vont vouloir montrer les dangers du vice en le montrant avec une certaine délectation. En une époque marquée par la confusion des valeurs sociales et religieuses, ces auteurs d'histoire tragique réaffirment inlassablement leur foi en une tradition morale. Le schéma structurel de telles histoires est remarquablement constant. Après la manifestation de la loi ou de l'interdit, l'infraction conduit à la punition et plus rarement, le refus de la faute entraîne la récompense. Aussi, le pessimisme qui entraîne le spectacle d'une nature foncièrement mauvaise peut-il se concilier avec l'affirmation du jeu de la providence divine dans les affaires du monde. Pathétique violent et dessein moralisateur imposent une rhétorique, tirade enflammée ou éplorée des héroïnes, sévère admonistation des représentants du bien, intervention d'auteurs qui annoncent les échecs et châtiments inéluctables, apostrophe aux protagonistes, coupables ou malheureux. Et là, on est dans un régime assez intéressant aussi, qui nous rapproche du dramatique et de la dramaturgie. Et en fait, beaucoup de ces contes cruels sont très proches des pièces tragiques de l'époque. D'ailleurs, il y a une très belle anthologie publiée chez Lafon qui met côte à côte ces textes cruels et des pièces de l'époque. Enfin, une autre voie de la nouvelle à l'automne de la Renaissance, qui la rapprochera progressivement du romanesque, lui-même nourri des nouvelles, est celui des nouvelles exemplaires ou dites romanesques. Et c'est justement le titre que choisit Cervantes, Novelas ejemplares, nouvel exemplaire. Dans les nouvelles exemplaires de Cervantes, le récit qui relie les histoires est absent. Celles-ci sont parfois très étendues, ce sont des mini-romans en réalité, et l'action y suit un chemin sinueux. Et d'ailleurs, de façon symptomatique, dans le Quichotte, on a aussi quantité de nouvelles à l'intérieur. Donc en fait, on voit bien que la nouvelle est en train de devenir un peu le roman, et inversement, que le roman se nourrit de la nouvelle. Mais ce sera en partie grâce à leur côté romanesque que certaines d'entre elles serviront de modèle aux nouvelles du XVIIe et XVIIIe siècle, où le genre tend à disparaître au profit du roman, pour renaître ensuite au XIXe comme le représentant des aspirations au réalisme et à la simplicité. Voilà, merci beaucoup voilà pour la nouvelle, et nous reprenons donc dans une prochaine capsule pour nous intéresser à d'autres genres de la Renaissance. Merci beaucoup. Bonne journée.